Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, nous continuons, seconde et dernière vidéo consacrée à l'écriture thérapeutique. Alors dans la première vidéo, on a traité de l'écriture dans le champ de la psychanalyse, aussi dans celui de la création artistique, avec l'idée majeure qu'elle permet, sous certaines conditions, d'aller vers soi-même et d'accéder en partie à des processus inconscients. On a vu aussi ses principales fonctions thérapeutiques. Et dans cette seconde et dernière vidéo, en fait, on va voir comment aborder la médiation écriture dans le champ des thérapies par l'art et voir comment nous pouvons l'utiliser justement pour se libérer et aller vers soi, sachant qu'on verra quelques exemples de dispositifs. Alors, au sommaire de cette seconde et dernière vidéo, d'abord, écrire tel qu'on est. Ensuite, écrire en se libérant du flic dans nos têtes. Alors ça, c'est un peu en référence à Augusto Boal, l'expression flic dans nos têtes. Ensuite, l'écriture thérapeutique pour écrire, voir, lire et entendre. L'écriture, une médiation à part entière et transverse. Enfin, on terminera la vidéo par en séance d'écriture thérapeutique. Alors dans la première vidéo, rapidement, on a vu que la médiation écriture présentait de nombreuses fonctions qui permettent à ceux qui la pratiquent, soit individuellement, soit plutôt collectivement, clairement avec l'écriture, plutôt en groupe, de pouvoir potentiellement se libérer et se transformer. Alors je rappelle très brièvement que l'écriture permet de prendre du recul et que dans ce sens, elle favorise la distanciation, qu'en exprimant ses sentiments, ses souffrances, ses conflits, ces émotions, évidemment, tous ces affects, par l'écrit, la personne accompagnée peut entrer dans un processus d'objectivation, ce qui facilite l'analyse des problématiques, que dans le même ordre d'idées, exprimer ses ressentis à l'écrit, c'est d'exprimer son être au monde, c'est donc entrer dans un processus structurant, que l'écriture favorise donc le processus d'individuation et de subjectivation, que l'acte d'écrire est un acte de libération, hein, ça c'est fondamental, qu'écrire c'est donc jouer avec l'imaginaire, c'est s'évader, exprimer des fantasmes, des désirs, que l'écriture a des vertus thérapeutiques car elle peut favoriser la reviviscence de souvenirs douloureux, enfin que l'écriture est source de partage d'expériences et dans ce sens elle induit plus exactement un processus d'identification et qu'à travers les récits des autres, de l'autre, on peut se retrouver et donc s'identifier. Alors, écrire tel qu'on est. En premier lieu, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que, très pratiquée dans le champ des thérapies par l'art, l'écriture est une médiation thérapeutique par excellence, donc qui entre encore une fois dans le champ de la psychologie active. Et que d'un point de vue théorico-pratique, il est fondamental de préciser en premier lieu, peut-être, qu'un atelier d'art-thérapie à médiation écriture, ou de psychothérapie par l'art en s'appuyant sur l'écriture, ça n'a pas de visée littéraire. Et que ces ateliers d'écriture thérapeutique ne sont pas non plus destinés à délivrer un apprentissage qui sont avant tout un lieu où l'on vient jouer avec les mots, avec comme objectif premier de s'exprimer par l'écrit, et on va voir aussi par l'oral en fait, mais avec les mots. Et que chaque personne accompagnée peut donc écrire ce qui lui passe par la tête, en considérant que tout ce qui est de l'ordre des règles de syntaxe, d'orthographe ou de grammaire ne sont franchement pas importantes, voire même n'ont pas lieu d'être. Et que le rôle du thérapeute est avant tout d'introduire des consignes, alors pareil, là, vraiment dans le sens oulipien, des contraintes libératoires sous forme de jeux et de thématiques. Et que sur le plan de la création, les genres et les styles, là, peuvent revêtir, en revanche, plusieurs formes. Donc là, ça peut aller de la phrase, au petit texte de quelques lignes, un texte plus important, au poème, au courrier, au journal, à l'article de presse, à un petit essai, au roman, pourquoi pas, au roman à tiroir, à la science-fiction, à du conte, à la pièce de théâtre, pastiche, parodie, dialogue, etc., etc. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, à la différence des ateliers d'écriture dits littéraires, les ateliers, on va dire, d'écriture thérapeutique, donc à médiation écriture thérapeutique, ne sont pas proposés pour bien écrire. Il n'est donc pas question non plus d'apprendre à mieux écrire, et qu'ils sont avant tout construits et pensés par le thérapeute, par l'art-thérapeute, afin que les personnes accompagnées puissent avant tout jouer avec les mots, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors, écrire en se libérant du flic dans nos têtes. Donc là, c'est en référence à Augusto Boal. En fait, la médiation écriture n'est véritablement thérapeutique que si l'on arrive, en fait, à se délivrer du fameux censeur qui est en nous
et qu'on laisse sortir les mots tels qu'ils se présentent à notre esprit. C'est précisément d'ailleurs ce que recherchaient les surréalistes à travers le procédé de l'écriture automatique, et que pour libérer leur imaginaire et annihiler tout contrôle sur la pensée, ils se mettaient en situation de rêverie, en laissant avec l'idée de laisser le cerveau vagabonder, puis d'écrire spontanément ce qui nous passe par la tête, sans nous arrêter et sans se relire surtout, tant qu'on n'a pas terminé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sans le savoir forcément, quiconque s'est investi dans un processus de création, et surtout l'écriture, justement, a été victime de ce qu'on appelle la leucocélophobie. Leucocélophobie. Alors, c'est pas un terme pour désigner une maladie du poignet ou de la main à force d'écrire, c'est tout simplement le syndrome de la feuille blanche. À savoir que les anglo-saxons, eux, ont une appellation qui est très explicite, c'est ce qu'ils appellent le writer's block, c'est-à-dire le blocage de l'écrivain, le blocage de celui qui écrit, qui peut aussi, encore une fois, toucher toutes les personnes qui s'investissent dans un processus de création particulièrement artistique. Mais de manière très imagée, le syndrome de la page blanche en écriture peut vraiment justement se comparer à un saut dans le vide, et que bien souvent, toujours la même question, avant de sauter, on est tétanisé. Et que, avec cette idée que quand on est seul face à nous-mêmes, et dans ce sens, le rapport à la feuille blanche peut être vraiment anesthésiant, peut être aussi assimilé à une sorte de miroir qui nous renvoie notre propre image, et qui peut être aussi un espace de projection sur lequel en fait on souhaite inconsciemment réaliser quelque chose de profondément unique. Donc que par rapport à la feuille blanche, souvent on peut avoir vraiment cette problématique par rapport à l'écriture, avec la crainte de ne pas être à la hauteur de ce qu'on veut vraiment écrire, comme d'ailleurs on le retrouve par rapport à la toile blanche dans la peinture, et de ne pas pouvoir mener à bien ce que nous percevons en fait dans notre imaginaire. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le syndrome de la feuille blanche en atelier d'écriture thérapeutique peut toucher tout le monde, et alors évidemment particulièrement les personnes qui viennent pour la première fois en séance, avec l'idée qu'être subitement confronté à une feuille blanche est vécu comme une prise de risque, clairement, et que la feuille blanche, c'est vraiment une sorte d'immensité dans laquelle on peut se perdre. Donc, et que, de fait, la feuille blanche peut devenir un espèce d'obstacle qu'on n'arrive pas à franchir, et peut être donc infranchissable. Et que pour remédier à ce blocage, au blocage de l'écriture, et donc éviter surtout que les personnes accompagnées évidemment se découragent, l'idée c'est évidemment que le thérapeute doit être source de propositions, et c'est là où on verra à la fin, sachant que dans l'écriture thérapeutique il y a vraiment des centaines de dispositifs ou de jeux littéraires possibles, de jeux de mots, hein, on pourrait dire même, possibles. Voilà. Alors l'une évidemment des possibilités, c'est celle qui revient justement à écrire tout ce qui nous passe par la tête, sans réfléchir et surtout sans se censurer. C'est-à-dire donc une forme d'écriture automatique qui permet de se mettre en condition pour justement écrire ensuite, en structurant notre écrit, mais aussi offrir une première base de texte, c'est-à-dire d'écrire vraiment ce qui nous passe par la tête. Ça nous permet d'avoir une première base. Et que selon le résultat, on peut après sélectionner une partie de ce texte écrit sans se relire, comme ça vient, sans se censurer, et que en prenant un extrait de ce texte, on peut après vraiment essayer de le développer, et là d'écrire de manière beaucoup plus organisée ou plus, structurée. Et qu'en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que ce syndrome fait partie du processus de création, mais qu'il ne doit pas être, il doit être en aucun cas rédhibitoire. Et donc là, c'est vraiment au thérapeute, en séance d'écriture thérapeutique, que revient justement c'est le thérapeute qui doit mettre en condition les personnes accompagnées pour qu'elles ne soient pas bloquées par cette feuille blanche, cette feuille qui est encore une fois cette peur du saut dans le vide. Voilà. Alors l'écriture thérapeutique pour écrire, voir, lire et entendre. Alors moi je trouve que trop souvent les ateliers d'écriture thérapeutique se réduisent en fait à la seule écriture. Or ce qu'il faut voir, c'est que l'une des vertus thérapeutiques de ces ateliers, c'est peut-être aussi autant l'écoute, et que en ce sens les ateliers d'écriture thérapeutique sont tout autant selon moi des ateliers pour écrire, pour lire aussi, et donc pour écouter, s'écouter soi-même et écouter les autres. Et que si le temps de création, à savoir le temps d'écriture, est fondamental, le temps de lecture, et donc le temps d'écoute de soi et des autres, l'est tout autant. Que
que pour la personne qui lit sa production textuelle, c'est un moment de subjectivation très intense, et que pour ceux qui écoutent ce que l'autre lit, cela peut être aussi un moment d'identification, de partage et de différenciation. Et que, trop souvent réduite à sa portion congrue, l'oralité joue pourtant un rôle fondamental, et on pourrait même dire ça sur deux plans. D'abord, en début de séance, à travers notamment moi ce que j'appelle des jeux oraux, des jeux de mots, des jeux d'écriture pour déverrouiller les psychismes, pour s'échauffer avec les mots, avec la matérialité des mots, retrouver aussi le goût de jouer avec la texture des mots et la matérialité des mots avant de commencer à écrire, mais aussi à la fin de chaque dispositif, à la fin de chaque jeu, lorsque les personnes, si elles le désirent, souhaitent lire leur production, la production. Et que dans les deux cas, ces moments d'oralité sont des moments, encore une fois, de subjectivation intense pour celui qui parle et d'identification, de différenciation pour ceux qui reçoivent la parole, la parole de l'autre. Et donc, en définitive, les ateliers à médiation écriture thérapeutique donnent autant à voir qu'à entendre. Voir, car en énonçant des mots et en les inscrivant sur une feuille de papier, chacun matérialise des représentations psychiques, matérialise des émotions, des sentiments, des affects. Et donc là, c'est le voir, mais aussi l'entendre, car lorsqu'on énonce ces mots oralement, les autres, mais aussi ceux qui les disent à voix haute, les entendent et les reçoivent. Et ça, c'est fondamental. L'écriture, une médiation à part entière et transverse. Alors, pour introduire cette petite partie, dire aussi, peut-être en premier lieu, que selon des travaux de recherche en neurosciences cognitives sur les différentes fonctions des hémisphères du cerveau, il semblerait que l'écriture soit plutôt associée à l'hémisphère gauche, tandis que les arts visuels, donc on pourrait dire arts plastiques, photos, vidéos notamment, sont davantage associés à l'hémisphère droit. Et que donc, en conséquence, ça c'est intéressant, en associant l'écriture par exemple à la peinture, l'écriture au collage ou encore à la photographie par exemple, l'ensemble du cerveau est donc stimulé, donc en mode mixte, ce qui permettrait en fait de dynamiser encore plus le potentiel créatif. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que la médiation écriture présente cette particularité d'être une médiation à part entière, mais d'être aussi une médiation qui peut être associée à de nombreuses autres médiations. À titre d'exemple, on peut citer à partir de créations plastiques, telles que des dessins, des peintures, des photos, aussi des formes modelées. On peut écrire un texte, on peut écrire un récit personnel ou un dialogue qui rentre en résonance avec les formes, avec les couleurs, avec les symboles. Que le jeu d'écriture peut se faire selon le choix des personnes accompagnées, soit directement sur leur création picturale, soit sur des feuilles à part. Il est aussi possible de réaliser des textes à partir de collages en utilisant des lettres, des mots, ou encore des expressions reliées les unes aux autres, mais aussi des images trouvées dans les magazines pour réaliser par exemple une affiche. Que l'écriture peut aussi être utilisée en dramathérapie, dans le cadre de scénettes non improvisées, qui ont été donc écrites préalablement sous la forme de petits scénarios notamment. Que l'écriture peut aussi servir de support pour laisser une trace de ces impressions à chaud, on pourrait dire spontanément, après avoir modelé, après avoir dansé, après avoir chanté, après avoir mimé aussi. C'est très intéressant, très opérant. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, que la médiation écriture, par exemple, peut être aussi très intéressante avec la médiation musique, pour mettre par exemple des mots en musique, avec un instrument, un djembé par exemple, ou pour lire un texte en s'accompagnant d'une musique. Enfin, dans le cadre aussi, par exemple, d'une séance de musicothérapie réceptive, toujours très intéressant d'écrire ce qui nous passe par la tête, en écoutant différents styles musicaux sélectionnés au préalable, par exemple par le thérapeute, ou alors juste après avoir fait une écoute vraiment, par exemple, sensorielle ou une écoute émotionnelle d'un morceau, justement, écrire pour savoir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui nous reste de ce morceau. Alors, en séance d'écriture thérapeutique. Alors, avant d'aborder, donc là, on va finir sur quelques exemples de dispositifs, bon, sachant que là, je vais pas être exhaustif, enfin, c'est impossible d'être exhaustif d'ailleurs, mais il y a plein de... Et là, chacun peut être extrêmement créatif par rapport à ça, parce qu'il y a plein de possibilités. Peut-être dire qu'avant d'aborder quelques exemples de jeux et de dispositifs, on peut préciser que si les jeux d'écriture sont d'abord et avant tout proposés pour écrire et se libérer, ils peuvent aussi avoir différents objectifs. Alors, par exemple, ça peut être des jeux pour écrire sur soi. Je pense par exemple questionnaire de Proust, portrait chinois, des acrostiches à partir du nom de famille, du prénom, des inventaires d'objets qu'on aimerait conserver, des inventaires de mots qu'on aime,
l'inventaire de mots qu'on n'aime pas, des choses qui nous font rire, des textes d'impression à partir d'une photo, d'un tableau, d'un objet, etc. Ça, c'est vraiment des jeux pour écrire sur soi. Il y a aussi, par exemple, des jeux pour jouer tout simplement avec des lettres, avec des sons, avec des styles. Voilà, ça peut être des anagrammes, des pangrammes, des métagrammes, des tautogrammes, des lettres imposées, des syllabes aussi imposées, des lipogrammes aussi, des mots en rythme. Ça, c'est vraiment des jeux pour jouer avec des sonorités, des styles, des lettres pures. Des jeux pour jouer aussi avec les sens, pastiches, parodies, des expressions imagées, des détournements de sens, des titres imposés. Il peut y avoir aussi des jeux pour jouer avec la mémoire. Donc on peut s'amuser à proposer des jeux, par exemple des inventaires de souvenirs, des souvenirs d'enfants, des inventaires, des souvenirs qu'on aimerait conserver, des jeux de la première fois. Il y a aussi par exemple des jeux d'écriture pour dialoguer, donc des jeux de scénettes à partir des pièces d'auteurs, par exemple d'auteurs classiques, par exemple, entre autres. Il peut y avoir aussi des jeux purement poétiques, à travers des haïkus, du slam, poésie collaborative. Puis évidemment, les jeux d'écriture peuvent être éminemment collectifs, collaboratifs, hein, à partir d'une thématique donnée, les personnes accompagnées qui écrivent collectivement une ou plusieurs histoires. Donc dans le collaboratif, un premier participant qui écrit une phrase, puis qui passe la feuille à son voisin, etc. Et puis bien évidemment, en masquant avec le jeu par exemple du cadavre exquis que tout le monde connaît. Alors des exemples de jeux un peu plus précis et de dispositifs. Alors moi, en séance d'écriture thérapeutique, tendance à plutôt dans le cadre que je propose, toujours démarrer par des jeux oraux, des jeux de mots oraux pour réveiller les psychismes, pour stimuler, moi ce que je dis, stimuler les neurones, jouer avec la texture des mots. Rien de tel que de démarrer par un atelier d'écriture thérapeutique, par ce que j'appelle les jeux d'échauffement, des mises en bouche, un peu comme des vocalises en fait, avant de chanter, et que dans la forme, pour chaque jeu, selon la consigne, les personnes accompagnées doivent donner, avec l'idée qu'elles donnent le plus rapidement possible leurs mots, avec l'idée que la pensée circule, en fait, d'appareiller les psychés, en fait, les psychés du groupe. Alors là, par exemple, il y a le jeu des syllabes, c'est-à-dire que le thérapeute propose aux personnes, aux membres du groupe de trouver oralement à tour de rôle un mot dont la dernière syllabe, par exemple, c'est ion, ou qui finit par yé, ou qui démarre par pas, la syllabe pas ou la syllabe to, etc. Après, il y a aussi en oralité comme ça de jeux autour des mots, le jeu de la libre association. On propose un mot, le thérapeute propose un mot, le mot livre par exemple, et après on tourne. À chaque fois, il faut associer un mot au mot précédent donné par un des participants. Il y a le jeu de l'alphabet. Le premier démarre avec la lettre A, il donne un mot avec la lettre A. Le second, c'est la lettre B. Le troisième, la lettre C, etc., etc. Jeu de mots thématiques. On prend par exemple la mer, et là, tour de rôle, on donne un mot qui évoque la mer. Donc ça, c'est plutôt vraiment des jeux en oralité. Après, en écriture, on peut par exemple des jeux autour de ce que j'appelle l'écriture et l'imaginaire. Donc là, ça peut être le jeu de l'insipide. On prend au hasard la première phrase d'un roman et on déroule. Ça peut être aussi des jeux, une écriture, enfin un texte qu'on propose. On propose le début du texte, la fin aussi, c'est-à-dire les limites, et à partir extrait d'un roman aussi par exemple, pris dans un livre, et là donc on doit démarrer le texte par telle formule, la finir par telle autre. On peut en rajouter une au milieu, donc c'est vraiment des textes qu'on appelle à limite, hein, qui sont toujours intéressants. Il y a le jeu du titre imposé, c'est-à-dire qu'on propose par exemple un titre évocateur et les participants doivent composer un texte à partir de ce titre. Le jeu des mots imposés. Par exemple, le thérapeute propose 4 mots aux participants. Ces mots peuvent avoir des liens évidents entre eux ou pas du tout. Et à partir de ces mots, chacun doit imaginer une histoire. Il y a la fameuse lettre AX. Hein, chaque participant choisit un personnage célèbre, par exemple, qui peut être mort, contemporain, qu'il affectionne particulièrement, et il lui écrit une lettre. Voilà. Bon, et après, il y a aussi, par exemple, des mots à partir d'une photo, à partir d'un objet. Avec l'idée d'écrire un petit texte par rapport à un objet, par rapport à une photo, à un tableau, etc. Le jeu des associations d'idées aussi, c'est-à-dire un mot peut en suggérer un autre, soit par le sens, la sonorité, le souvenir. Donc le thérapeute propose un mot au groupe de participants, chacun donne plusieurs mots qui lui sont rattachés d'une manière ou d'une autre à ce mot central, et puis après, avec tous les mots récoltés, on écrit un texte en utilisant tous ces mots.
Autre type de dispositif autour, par exemple, d'écriture et d'identité. Alors là, on revient sur le questionnaire de Proust, qui peut être revisité de 1000 manières. C'est pas forcément quelle est mon principale qualité, ça peut être plein d'autres choses. Il y a également, dans la question d'identité, donc l'acrostiche, j'en parlais tout à l'heure, à partir du prénom, du nom, ou, je sais pas, d'un lieu qui nous est extrêmement familier, qui nous touche beaucoup. Ça peut être aussi dans la peau d'eux. À savoir que chaque participant va s'identifier à un personnage qu'il affectionne particulièrement, et puis il va aller écrire un texte sur cet autre, justement, qu'il affectionne particulièrement. À savoir, je suis dans la peau de... Voilà. Mais ça peut être aussi... une rencontre aussi, ce qui est assez intéressant, moi j'aime bien, rencontre avec soi-même, savoir, sur le principe du miroir, comment se perçoit-on sur tous les plans. Donc là, instaurer un dialogue, écrire un dialogue, ou faire une interview imaginaire de soi, de soi-même, et d'y répondre. Il y a aussi après des jeux autour de ce qu'on appelle l'écriture et sensorialité. Donc là, ça peut être démarrer par un portrait chinois sensoriel, j'étais une odeur, j'étais un goût, etc. Et avec les réponses, écrire un texte. Ça peut être des mots et des couleurs. L'idée que par exemple chaque personne, chaque participant choisit une couleur qu'il affectionne. Il établit par exemple une liste de 5-10 mots à partir de cette couleur. Et avec ces mots choisis, il écrit un texte. Ça peut être aussi, toujours à partir de mots et de couleurs, ça peut être établir une liste de 5 couleurs qu'on aime particulièrement et composer un texte coloré. Ça peut être aussi des sensations et des mots. Par exemple, à partir de les participants, les membres du groupe donnent 10 mots, par exemple, qui vont exprimer la sensation de froid. À partir de ça, chacun de ces 10 mots, chacun écrit un texte par rapport à plein d'autres choses, notamment. Peut-être aussi par rapport à des impressions. Par exemple, par rapport à les membres du groupe donnent 10 mots qui expriment la notion de déplacement, par exemple. Et on écrit un texte, par exemple, un texte à partir de ça, de cette notion de déplacement, par rapport à des notions d'immobilité, d'élévation, de descente, etc. Il y a aussi des jeux, des dispositifs d'écriture autour de la mémoire. Là, il y a le fameux jeu des âges qui fonctionne bien, qui est notamment pour des participants adultes, d'écrire des souvenirs marquants par exemple entre 5 et 10 ans, entre 10 et 20 ans, entre 20 et 30 ans, entre 30 ans et 40 ans, etc. Il y a aussi les jeux autour de la fameuse Madeleine de Proust, à savoir que les participants choisissent un moment, un acte ou un objet même qui porte une forte charge émotionnelle, qui rappelle quelque chose du passé, et en faire un petit texte. Voilà, il y a plein de choses. Et puis il y a les écritures collectives et évidemment collaboratives, parce que où là j'ai cité notamment l'exemple du petit train, chacun à partir d'une thématique, les feuilles tournent, et puis évidemment le cadavre exquis. Voilà. Donc là, mais encore une fois, il y a énormément de possibilités. Considérant encore une fois, et moi je trouve que c'est vraiment très intéressant avec l'écriture, c'est que l'écriture est vraiment une médiation qu'on peut associer à d'autres et qui a un vrai plus et qui permet d'une certaine façon de matérialité, qui a un vrai support. Notamment par exemple avec la peinture, avec le dessin, mais aussi j'insiste avec la musique et même avec la danse, où on peut avoir après par exemple une séance d'expression corporelle, après certains dispositifs autour du corps. Écrire peut être extrêmement opérant, extrêmement intéressant. Voilà. Alors à lire pour finir cette seconde et dernière vidéo sur l'écriture thérapeutique, quelques autres livres. Écriture de la psychose de Bernard Cadou, publié en 2013. De Neila Chidiac, Atelier d'écriture thérapeutique, très bon livre où il y a vraiment tout ce qu'il faut sur l'écriture thérapeutique, publié en 2013. De Laure Astragal, Atelier d'écriture, publié également en 2013. J'écris ma vie pour mieux me connaître, toujours de Laure Astragal, publié en 2014. Et puis, Faire écrire les enfants, 300 propositions pour écrire des histoires, de Fali Stachak, publié en 2015. Enfin, je cite mon bouquin dans l'art-thérapie, ABC d'art-thérapie, publié chez Grancher en 2018, où dedans, j'ai pas mal écrit sur justement cette question de l'écriture thérapeutique. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, toutes les coordonnées, comme d'habitude, dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette seconde et dernière vidéo sur la médiation écriture, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines. Sinon, d'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.